Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui figure en bonne position du fonds Europe d'indépendance AM. Il s'agit du spécialiste de l'acier inoxydable Acerinox. Avant de commencer, je rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram, dont le lien se trouve en description de la vidéo. Beaucoup de gens regardent la chaîne sans être abonnés de manière récurrente. S'il vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne. On commence tout de suite avec le cours de l'action Acerinox. Le cours est plutôt plat sur la période étudiée, on a eu une bonne croissance jusqu'à 2006, et puis là on se stabilise avec une zone médiane à 7 €, et on a quelques variations autour de cette zone-là, mais il n'y a pas de croissance structurelle du cours de l'action. Est-ce que c'est quand même intéressant de regarder ce titre? On va voir ça. On est sur un chiffre d'affaires qui est très cyclique, on est toutefois en croissance médiane sur, alors on va se mettre sur 10 ans, sur 10 ans on a en croissance médiane de 3,2%. Donc c'est pas très élevé, c'est un secteur quand même très mature et également très cyclique. On atteste cette décroissance de 24% en 2023. Il y a des acquisitions sur la période, mais rien de significatif. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché actuellement? On a la Chine qui est en déflation complète, et la Chine a des surcapacités de production d'acier, donc c'est un produit qui est en plus très exportable. Les Chinois inondent les marchés mondiaux. Dans les rapports financiers, dans les conférences call de ArcelorMittal, qui est comparable à Acerinox, le management a indiqué que le lobby de l'acier fait pression sur l'Union européenne pour imposer des droits de douane sur cet acier bradé, cet acier chinois qui arrive en Europe à un coût inférieur au coût de production, à un prix inférieur au coût de production. Donc il peut y avoir une bonne surprise sur le marché de l'acier si par exemple la Commission européenne se met à parler de droits de douane. À surveiller. En attendant, sur ce type d'activité, on fera attention, on ne prend pas en compte la croissance, et aussi on normalise tout pour éviter de se prendre le cycle dans la tête, dans le mauvais sens du cycle. On continue avec les taux de marge. Taux de marge brut, finalement assez élevé pour le type de secteur, on est à 32%, donc l'entreprise arrive en plus à bien stabiliser ce niveau de taux de marge brut autour de la médiane à 30%, donc là on est plutôt pas mal. Même en creux d'activité, on tombe qu'à 20%, et vraiment au plus fort de l'activité, donc là c'était la période de folie un peu sur les matières premières, on arrive à 51%. Donc on profite quand même bien des hauts de cycle, tout en limitant la casse sur les bas de cycle, donc ça c'est le signe d'un management qui est plutôt bon, et qui connaît bien son marché. En taux de marge d'EBITDA, on a 8%, autour du médian on a 9,5%, là pareil c'est cyclique, évidemment, on limite bien la casse quand on est en bas de cycle également, avec un plus bas à 5%, alors que le plus haut se situe à 19% quand on est vraiment au plus fort du cycle. Donc là-dessus, on a aussi une bonne efficience opérationnelle. Le management est qualitatif au niveau des opérations. Et au niveau des finances, par contre, c'est plus compliqué. Alors, pour être complètement juste avec l'analyse, on va quand même regarder la marge de free cash flow, parce que sur ce type d'activité cyclique, on peut se permettre d'avoir des marges nettes faibles ou négatives, tant qu'on arrive bien à gérer ses stocks pour avoir des free cash flow positifs. On voit que en médiane, on a une marge nette qui est à 3%, c'est normal, hein, c'est des secteurs qui ont des marges nettes assez faibles. Ce qui compte, c'est la rotation de l'actif, on va regarder ça après, mais on voit qu'en tout cas, en marge de free cash flow, on est quand même pas si mal, on arrive ils ont été négatifs qu'une seule fois en 2015, mais depuis on arrive à bien augmenter les free cash flow, alors que la marge nette, elle, est en baisse, donc on gère bien ses stocks pour pouvoir dégager des cash flows opérationnels, améliorer sa variation du besoin en fonds de roulement, et donc avoir des free cash flow qui sont finalement plus élevés que les bénéfices nets. On va confirmer ça par la suite. Avant de regarder, on va regarder quand même la rotation de l'actif, qui est important pour les métiers à faible marge. On a besoin de beaucoup faire tourner le stock pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Il n'est pas si élevé que ça, on est en dessous de 1 actuellement, donc ça c'est normal, hein, les activités, il n'y a pas de commande, donc l'activité tourne au ralenti. Par contre, on arrive à bien augmenter cette rotation d'actifs dans les hauts cycles. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête quand on analyse des sociétés à faible marge. Est-ce que la rotation de l'actif est finalement en bas de cycle quand même à un niveau qui est élevé, et puis est-ce qu'en haut de cycle on arrive à augmenter cette rotation de l'actif? Dans ce cas-là, on fait exploser les bénéfices quand on a une forte demande. Alors on va continuer avec
la qualité des bénéfices nets, est-ce qu'ils sont convertissent bien en free cash flow, et sur la période, c'est quasiment la même chose. On a toutefois eu une phase où on s'est trouvé en décalage sur les free cash flow, mais globalement, le groupe arrive sur longue période à bien convertir ses bénéfices nets en free cash flow. Donc ça, c'est très bon, bonne gestion du stock, bonne gestion des dépenses en capital. On est légèrement plus bas sur les dépenses en capital par rapport aux dépréciations et amortissements. C'est-à-dire que le groupe n'investit peut-être plus autant qu'avant, il n'a plus besoin d'investir autant dans son appareil industriel pour satisfaire la demande. Faut voir si ça se fait pas. Donc c'est logique, si ça peut se faire au détriment de la croissance, mais maintenant si on est sur un marché qui a plus beaucoup de croissance, ça a plus trop de sens de développer trop l'outil industriel. Donc c'est bien finalement de moins investir dedans. Et la clé aussi, c'est la variation du besoin en fonds de roulement. Là-dessus, on est en haut de cycle, c'est normal qu'il augmente puisqu'on a des stocks et on stocke de plus en plus. Mais par contre, en bas de cycle, c'est important d'arriver à le faire descendre pour dégager les free cash flow et éviter de faire des pertes également. Donc cette variation du besoin en fonds de roulement est en train de redescendre un tout petit peu puisqu'on est en creux de cycle. Donc ça, c'est plutôt bon. Maintenant, ça pourrait redescendre un petit peu plus vite. Mais on n'est pas sur une société hyper agile et c'est pas des spécialistes de la distribution non plus, ils sont verticalement intégrés, ils font la production et la distribution. Sur du Jacques et Metal, on est qui est spécialiste de la distribution comme Ryerson ou comme Reliance Steel, on est sur des variations du besoin en fonds de roulement qui est beaucoup plus cyclique et les groupes sont beaucoup plus petits, en tout cas plus agiles pour gérer, puisque ce sont purement des distributeurs, donc ils ont que du stock à gérer. On continue l'analyse avec la rentabilité opérationnelle d'Acerinox. On est sur une médiane de 5,5%. C'est pas très élevé, mais sans doute c'est une activité quand même à faible marge. La rentabilité n'est forcément pas très élevée, mais sur en fait cette médiane, elle ne veut pas dire grand chose, puisqu'on voit que sur du bas de cycle on est proche de 0, mais sur des hauts de cycle on est à du 22%, donc c'est énorme. Donc société très cyclique, donc cette rentabilité elle doit être normalisée, donc on peut s'attendre à 5,5%. Maintenant, c'est pas un type d'investissement à garder sur le long terme. C'est les cycliques tels qu'Acerinox, c'est un type d'investissement particulier. Je vous indique ma stratégie sur ce type de société à la fin de la vidéo. Alors, on continue avec la dette du groupe. Est-ce que le groupe est endetté? On est sur des cycliques, donc il vaut mieux ne pas être trop endetté pour pas se retrouver à poil en bas de cycle. On voit que la dette est moins élevée qu'une fois l'EBITDA. En plus, l'EBITDA il est pas vraiment en bas de cycle. L'EBITDA, il est plutôt en médiane, en zone médiane. Voilà, l'EBITDA est sur la zone médiane, donc on a endetté moins d'une fois l'EBITDA médian, donc il n'y a pas de problème pour rembourser la dette. Un peu plus qu'une fois les free cash flow, mais là-dessus non plus, il n'y a pas de problème. Donc on a quasiment pas de dette, c'est pas un souci. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire d'Acerinox? Sur les sociétés cycliques, c'est pas toujours le cas. Donc on verse quand même un petit dividende. On va calculer le rendement rapidement. On est sur du 3% quand même, du 3,2%, donc à ce niveau-là. Ce niveau est très soutenable si on normalise des free cash flow. On est sur des free cash flow de 210 millions. On verse un dividende qui représente un tiers de ces free cash flow, donc il est plutôt sain. À mon avis, il va pas forcément bouger. Les années en phase de haut cycle, on va peut-être pouvoir l'augmenter, mais là on est à un niveau prudent, on est plutôt à un niveau milieu bas de cycle, donc et en plus on est très bien avec ce niveau de rendement et ce niveau de payout par rapport au free cash flow, donc ça c'est pas mal. En bonus, la société rachète des actions, donc ça c'est bien, ça augmente le rendement de l'actionnaire, on a des rachats d'actions, la valorisation le justifie peut-être, on va regarder ça après. On voit que par contre, Coifin nous calcule un rendement de l'actionnaire qui est négatif. Là, je suis un peu surpris, il faudra peut-être vérifier ce calcul-là. À mon avis, vu qu'il n'y a pas d'augmentation de la dette, qu'il y a des rachats d'actions et qu'il y a un dividende, ce rendement de l'actionnaire est plus élevé que ce qui est indiqué ici. On ne peut pas en tenir compte. On a un rendement du dividende qui est déjà à 3,2%, plus des rachats d'actions, donc le rendement de l'actionnaire est largement positif à mon avis, et il n'y a pas d'augmentation de la dette. Donc ce calcul-là, il faudrait rentrer dans les détails. On s'arrête pas là-dessus. Allez. Est-ce que le groupe fait bien de racheter ses actions et est-ce qu'il y a une décote, une marge de sécurité? Alors, on était sur donc là, il y avait un creux de cycle important, et ici, mais il faut pas tenir compte de ces creux de cycle. Donc, je vais vous expliquer ma stratégie maintenant sur ce type de société cyclique. On voit qu'en médiane, on est sur du 7,6. En haut de cycle, là, on est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA sur les 12 derniers mois.
en haut de cycle, on était à 1,8 fois valeur d'entreprise sur EBITDA. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter l'action. Il faut acheter l'action quand elle est sur des niveaux de valorisation élevés. Parce que ça veut dire que l'EBITDA est cycliquement bas, alors que la valeur d'entreprise, finalement, est à peu près est un peu plus stable. La dette ne bouge pas très rapidement et la capitalisation boursière, elle peut bouger, mais avec un effet de retard. Donc, c'est surtout l'EBITDA qui influe ce ratio-là. Et quand on est ici, en février 2021, l'EBITDA est cycliquement bas. Quand on est ici, en septembre 2022, l'EBITDA est cycliquement haut. Donc ici, c'est pas ici qu'il faut acheter l'action. Il faut commencer à acheter l'action quand on se rapproche de la médiane et que on commence à avoir des EBITDA qui sont en légère augmentation. Donc, stratégie cyclique, on a 2 critères à cocher. Donc, il faut que la valorisation soit plutôt à un niveau médian, voire à un niveau élevé, parce que ça veut dire qu'on est en bas de cycle. Et autre élément à prendre en compte, c'est le prix sur actifs tangibles. Donc on regarde d'abord de quoi sont faits les actifs tangibles, donc là ça se passe dans le bilan d'entreprise, et on regarde s'il y a une décote. Par rapport, déjà, est-ce que c'est décoté par rapport à la valeur dans le bilan? Si c'est le cas, déjà c'est un bon signe. Et en plus, est-ce qu'on est décoté par rapport à la valeur comptable? Donc là c'est le cas, on est à 0,9, alors que la valeur comptable c'est 1, et la médiane pour ce groupe-là c'est 1,3, donc on est décoté à ce niveau-là. Donc Acerinox, on commence à cocher les 2 cases, puisqu'on a une valeur d'entreprise sur EBITDA qui commence à rapprocher de la médiane, et on a une garantie, une décote sur le bilan. Donc ça, c'est plutôt bon. Conclusion d'Acerinox. Moi, je comprends pourquoi elle figure en bonne position du fonds Europe de Indépendance AM. À ce cours, on a une marge de sécurité via le dividende, une marge de sécurité via la décote sur actifs tangibles, une marge de sécurité sur le fait qu'on soit en bas de cycle et que le cycle va commencer à réaugmenter. On voit déjà le cours par exemple de GK Metals qui commence à augmenter. On peut suivre aussi le cours de la matière première pour évaluer ça, mais finalement on peut aussi regarder les indicateurs avancés sur la Chine par exemple, sur la croissance mondiale. Si les PMI chinois commencent à passer au-delà et surtout les PMI industriels passent au-dessus de la barre des 50, c'est-à-dire que l'activité économique va reprendre. Et donc là, Acerinox, ça va être un des bénéficiaires de cette reprise. Il y aura ArcelorMittal, il y aura Aperam, il y aura GK Metals, tous les acteurs de cette industrie et de ce secteur. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.